Bonjour, il faut reprendre les habitudes. Ça fait à peu près un an que j'ai terminé les cours de 2017 et nous voilà donc avec un autre sujet. Donc, réseau marchand et empire à l'époque moderne. Alors, la recherche sur les activités des marchands a longtemps occupé les esprits des historiens de l'époque moderne. Pendant les années 1950 et 60, des chercheurs à Paris, dans la mouvance de Fernand Braudel, ont publié une série imposante de monographies intitulées Port, route, trafic. Ici, le livre de Ruggero Romano à gauche et le livre de notre ami et collègue Maurice Aymar à droite, tous les deux portant, comme il s'avère, sur l'Adriatique. Plus tard, Braudel lui-même a publié un ouvrage de synthèse, le deuxième volume d'ailleurs des trois qu'il a publié sur civilisation matérielle, économie et capitalisme, puisant précisément dans ses recherches accumulées. Mais en même temps, il y avait quelques voix sceptiques, comme celle de l'historien russo-américain Alexander Gerschenkron, qui trouvait problématique de réduire, comme Gerschenkron disait, l'histoire économique à la louange des marchands. Donc, vous voyez, son article publié dans l'Economic History Review s'appelle ironiquement Mercator Gloriosus. En revenant sur ce sujet assez classique dans les cours de cette année, ce n'est certainement pas mon intention de vous présenter une vision romanisée de l'histoire du capitalisme. Par contre, il me semble utile d'aborder de nouveau la question délicate du rapport entre activité marchande et structure de pouvoir, notamment le pouvoir des empires. Mais où commencer notre enquête? Je vous propose donc de remonter à peu près 60 ans, à la fin des années 50, quand on a vu publier ce livre assez important. Il s'avère que ça a été donc publié en 1957, mais on a attendu 2017 pour faire la traduction en français. Ce livre qui s'appelle donc en français Commerce et marché dans les premiers empires. L'auteur principal n'est pas du tout un inconnu. C'est quelqu'un qui a donc marqué les gens, surtout avec cet autre livre, celui-ci traduit beaucoup avant, qui est le livre qui s'appelle The Great Transformation en anglais, La Grande Transformation. Et il s'agit donc de l'intellectuel historien Karl Polanyi, donc une de ces personnes qui vient de ce milieu assez fascinant de l'Empire austro-hongrois, de la fin du 19e, début 20e siècle, le même milieu qui nous a donné tant d'autres personnalités, comme commençant avec Wittgenstein et en passant par Ernst Gombrich et ainsi de suite. Alors Polanyi est assez connu, entre autres, comme le frère aîné de quelqu'un d'autre, Mikhail Polanyi, un philosophe et polymathe, qui est souvent associé avec un point de vue beaucoup plus à droite, beaucoup plus conservateur, lié parfois avec un personnage assez compliqué qui est Hayek, le père donc de ce qu'on appelle parfois l'école de Chicago, lié donc avec des gens comme Milton Friedman et un certain type d'économie, disons, assez conservatrice. Ce n'était pas du tout le point de vue de Polanyi, de Karl Polanyi. Alors, Karl Polanyi était quelqu'un qui avait donc proposé toute une série d'idées qui ont retenu l'attention des gens, surtout dans les années 40, 50, 60. Par la suite, ils ont été oubliés. Et maintenant, dans les derniers temps, on essaie de redécouvrir en quelque sorte l'intervention de Polanyi, mais parfois en le tirant un peu de là où on a envie de le tirer. Et je pense qu'il faut rétablir un peu d'ordre aussi dans cette affaire. Alors Polanyi est surtout connu dans ce deuxième volume. Alors on laisse de côté pour l'instant la grande transformation. Donc le deuxième volume portant sur les empires et le rapport entre les empires donc, et le commerce, c'est caractérisé par cette espèce de distinction qu'il a fait. Donc, distinction entre ce qu'il appelle trois formes d'intégration. Les deux premiers qui caractérisaient pour lui le monde jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au début du XIXe siècle.
Donc là où en fait il y avait des formes d'intégration qui passaient essentiellement soit par la réciprocité, donc par des dons, des contre-dons, etc., soit par la redistribution. Mais pour lui, avant le 19e siècle, l'idée d'un marché créateur de prix n'existait pas. Pour l'essentiel, n'existait pas. Et d'ailleurs, c'est là où il faut rejoindre l'autre livre qu'il a produit sur la grande transformation, où il nous dit en effet que le marché a été inventé en quelque sorte au 19e siècle. C'est son idée. Et le marché a été inventé au 19e siècle, pas du tout comme un mouvement paisible, mais comme un mouvement extrêmement violent. Donc pour lui, en fait, la naissance du marché est un acte de violence, en quelque sorte. Et là, son idée, c'est que donc, avant le 19e siècle, il y avait de l'échange, il y avait des marchands, bien sûr, il y avait ce qu'il appelle, et c'est une idée qui a aussi pas mal de retentissement, c'est l'idée de ce qu'il appelle le port de commerce. Donc le port de commerce, qui est une espèce de construction presque idéalisée des zones de transition entre différentes sortes de systèmes politiques, mais aussi de systèmes écologiques, où on fait donc des échanges, mais en passant toujours par la réciprocité et les idées de redistribution. Tandis que au XIXe siècle, ce qui arrive, donc, c'est qu'on passe d'une situation où l'économie est donc, comme il dit, encastrée dans le social, et on passe à un autre moment quand l'économie n'est plus encastrée dans le social, ça devient autonome et ça devient donc autre chose qui est ce qu'on appelle l'économie d'aujourd'hui. Alors, qui est la cible de Polanyi dans cette affaire? Il s'attaque, et c'est sûr, à un certain nombre d'autres penseurs. Et on peut faire la liste, et ça serait une liste assez grande, mais je pense que le cible central, c'est quand même un cible assez évident, c'est Adam Smith. Donc, vous voyez qu'on a le genre de perspective qu'on trouve dans La richesse des nations, selon lequel, donc, faire le commerce et faire le troc, c'est quelque chose qui est naturel à la nature humaine. Donc, depuis l'aube des temps, selon Adam Smith, on a toujours voulu faire ce genre de choses, mais il y avait des empêchements. Et ces empêchements venaient effectivement de différentes sortes de pouvoirs, notamment le pouvoir des monopoles et le pouvoir des États. Et donc, pour Adam Smith, une fois qu'on enlève ce genre d'empêchements, on peut donc arriver à cette espèce de marché libre. Donc, c'est une vision tout à fait différente par rapport à la vision de Polanyi, où, en effet, ce n'est pas du tout quelque chose de naturel que d'avoir des échanges comme on les a dans le marché du XIXe siècle. En fait, c'est quelque chose qui est inventé artificiellement. Donc, vous voyez un peu la différence entre le point de vue de Smith et le point de vue de Polanyi. Alors, il faut dire quand même qu'un des aspects de Polanyi qu'on peut trouver particulièrement intéressant, c'est de voir comment en fait il construit ces choses. Quelles sont les données empiriques qu'il a sous la main. Ce n'était pas du tout un homme d'archives. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui a vraiment travaillé dans les archives de quoi que ce soit. Il a lu des textes, un certain nombre de textes, et, par exemple venant du monde ancien, qu'il connaissait essentiellement de seconde main. Mais c'est surtout, en fait, en ayant des conversations avec les anthropologues. C'est comme ça que Polanyi arrive à beaucoup de ses conclusions. Et c'est surtout quelqu'un qui est influencé par les anthropologues travaillant sur l'Afrique. Donc, par exemple, les anthropologues des années 40-50 qui ont commencé en travaillant sur l'Afrique de l'Ouest, comme Bohannon et Dalton et autres Américains, et aussi plus ou moins les gens dans le sillage de Robert Redfield et ainsi de suite. Donc, c'est en faisant une espèce de combinaison entre travail de terrain anthropologique et réflexion sur les textes qu'il arrive effectivement à ces constructions. Par la suite, on a un autre moment, et ce moment doit retenir notre attention pour les cours suivants aussi. Ça, c'est un autre moment de mariage entre histoire et anthropologie. Et ça vient donc de Abner Cohen, spécialiste lui aussi de l'Afrique,
et qui a proposé dans un article donc, publié en 1971, mais encore une fois, on a attendu 40 ans pour le traduire en français. Et c'est cet article qui s'appelle donc Stratégie culturelle dans l'organisation des diasporas commerçantes. Alors là, Cohen nous propose qu'il faut donc prendre un concept qui existait déjà, l'idée de diaspora, mais qu'on avait jusque-là plus ou moins utilisé que pour parler de la dispersion des Juifs. Et là, il veut généraliser cette idée de diaspora. Et vous voyez un peu là où il a envie de nous amener. Donc il dit, dans certaines sociétés pré-industrielles, caractérisées par l'hétérogénéité ethnique des groupes engagés dans le négoce, les difficultés techniques, l'absence de moyens de communication réguliers, le manque d'institutions centralisées assurant le respect des contrats ont été surmontés souvent par des hommes d'un groupe ethnique donné, ayant la haute main sur la plupart, sinon sur toutes les étapes du négoce de certaines marchandises. Cette mainmise ethnique, ce monopole, s'exerce presque toujours dans un climat de rivalité et d'opposition constante avec des concurrents appartenant à d'autres groupes ethniques. Donc là, il introduit un élément qui n'est pas très présent chez Polanyi, c'est-à-dire la notion de groupe ethnique. Ce faisant, le groupe ayant le monopole est forcé de s'organiser sur le plan politique pour faire face aux pressions extérieures, de coordonner les efforts de ses membres en vue de l'intérêt commun et d'établir des réseaux de communication de soutien entre les membres des communautés d'une même ethnie, habitant des localités voisines et engagés dans le réseau commercial. Ainsi se crée, donc pour lui, une diaspora commerçante composée des communautés étroitement liées entre elles, quoique dispersées. Alors, on passe à un autre passage très important de ce texte, où il définit pour nous ce qui est pour lui une diaspora commerçante. Une diaspora de ce genre se distingue des autres groupes sociaux par sa culture et sa structure. Ses membres se différencient sur le plan culturel à la fois de leur société d'origine et de ces sociétés dans lesquelles ils vivent. Son organisation concilie une structure stable avec un haut degré de mobilité pour les individus. Elle possède une organisation politique informelle qui garantit la stabilité au sein de la communauté en général et la coordination des activités des diverses communautés membres dans leur lutte perpétuelle contre les pressions extérieures. Donc des minorités qui sont sans cesse sous la pression des pouvoirs externes. Elle tend à l'autonomie quant à son organisation judiciaire. Ses membres constituent une communauté morale qui restreint le comportement individuel et assure un haut degré d'adhésion aux valeurs et aux principes communs. Elle possède en outre ses propres institutions de prévoyance et de sécurité sociale. En résumé, et il faut retenir cette phrase, une diaspora est une nation de communautés socialement interdépendantes, mais géographiquement dispersées. Voilà, c'est son idée. Et c'est son idée, donc, encore une fois, qu'il développe pas tellement sur un travail d'archives, mais sur un travail de terrain. Abner Cohen étant lui aussi un anthropologue qui a travaillé essentiellement sur l'Afrique centrale et un peu l'Afrique de l'Ouest. Alors, cette idée de Cohen aurait peut-être été oubliée, sauf qu'il a été donc repris et poussé beaucoup plus loin par quelqu'un qui, encore une fois, n'est pas si connu que ça en France, mais qui a été très important dans le monde anglophone, un membre de ce qu'on appelle donc parfois l'école de Wisconsin. L'école de Wisconsin était un groupe de gens travaillant sur ce qu'on appelait aux États-Unis dans les années 60-70 World History. Donc, ce n'est pas l'histoire globale, mais disons que c'est l'histoire mondiale. Et c'est un World History qui est conçu essentiellement comme une histoire comparative. Et parmi les gens qui ont travaillé dans ce cadre, on peut compter, par exemple, à part Philip Curtin, qui est l'auteur de ce livre très important sur Cross-Cultural Trade in World History, sur le commerce entre les cultures dans l'histoire mondiale. On peut compter d'autres personnes comme Jan Fansina, aussi lui spécialiste de l'Afrique, ou Michael Adas, qui a aussi travaillé sur une série de sujets, en commençant avec l'Asie du Sud-Est et en terminant avec un livre assez important sur la technologie de destruction au XXe siècle. Alors, donc, ce livre de Curtin,
toujours pas traduit en français, il faut le dire, hein, Cross-Cultural Trade in World History, il existe bel et bien une traduction en italien. Hein. Mais c'est un livre où il essaie, en effet, de prendre ces idées de Cohen et mettre en œuvre cette idée de diaspora commerçante dans un cadre beaucoup plus vaste et historique. Donc, Curtin, lui, il est bel et bien historien, et il a donc produit ce livre. Il y a eu très peu de comptes rendus en français. J'ai trouvé qu'un compte rendu relativement important, dans lequel celui qui fait la recension nous dit que l'auteur se propose d'étudier les interactions entre les marchands étrangers, c'est-à-dire des marchands en diaspora, et la masse de ceux qui les accueillent. Donc, il y a cette espèce de rapport entre diaspora commerçante et société qui est une société d'accueil. Les petites communautés qu'ils constituent sont d'actifs ferments de changement, en particulier dans le domaine culturel. Elles apportent, entre autres, leur technique, leur conception politique et sociale, leur langue et leur religion, et ainsi de suite. Mais il nous dit quand même comme critique que cet ouvrage ne constitue en aucune manière une histoire de commerce mondial. En effet, il ne pouvait être question de couvrir toutes les routes commerciales, etc. Et en effet, il y a quelques trous assez importants. Par exemple, il n'y a presque pas de discussion de la Chine ou de l'Asie orientale. Il y a relativement peu sur l'Inde, même si l'Inde est quand même traitée un peu. Et encore une fois, c'est assez intéressant de voir, et je vais revenir sur ce point-là, que Curtin, lui aussi, il a consacré pas mal d'attention à l'Afrique. Et ça, c'est surtout intéressant parce que dans les derniers temps, on fait souvent des critiques aux gens spécialisés dans l'histoire globale ou l'histoire mondiale qu'ils négligent l'Afrique. Tandis que là, vous voyez que tous les gens qu'on a mentionnés jusque-là, Polanyi, puis Cohen, puis Curtin, en fait, ils donnent assez de place, même pas mal de place à l'Afrique dans ce qu'ils racontent. Alors donc, nous avons cette espèce de conception théorique qui est donnée par Cohen, qui est par la suite portée par Curtin plus loin, et toujours avec cette idée donc, qui reste assez importante, c'est-à-dire que la diaspora commerçante est cohérente en soi, dispersée mais cohérente, mais de l'autre côté, assez séparée de la société d'accueil. Donc, il y a une séparation nette, une séparation, bien sûr, qui ne peut pas être une séparation commerciale, parce qu'ils sont là pour faire le commerce. Mais c'est une séparation quand même assez importante d'un point de vue pour Curtin, à la fois politique et même social. Donc, par exemple, il a l'idée qu'il n'y a pas de mariage entre les communautés en diaspora et les gens locaux. On se marie donc à l'intérieur de ces sociétés. Il n'y a pas de rapport de ce genre, il n'y a même pas de rapport, disons, au niveau de la commensalité ou toute une série d'autres choses. Donc, gardons pour l'instant une série de concepts clés pour avancer dans nos exemples. Donc, on est en train toujours de parler de négoce, et parfois aussi de négociations, parce que de cette espèce d'histoire commerciale, c'est très facile de passer, par exemple, à une histoire aussi politique et diplomatique. Deuxième chose, on est en train de parler donc des groupes d'agents. Mais ces agents sont constitués donc dans cette idée de diaspora. On n'est pas tellement intéressé par les agents en tant qu'individus, qui serait par exemple un peu plus le genre d'idée qu'on trouverait chez quelqu'un comme Adam Smith, qui est beaucoup plus intéressé par l'individu comme acteur plutôt que l'ethnie, qui n'est pas un concept très fort chez Adam Smith, par exemple. Donc, l'autre possibilité, et c'est aussi une possibilité qui est discutée par Cohen dans ses écrits, c'est pourquoi utiliser le mot diaspora plutôt que l'idée de réseau. Et Cohen nous dit en effet qu'il a préféré diaspora par rapport à l'idée de réseau parce que pour lui, réseau c'est beaucoup trop large, tandis que pour lui, diaspora c'est quelque chose de beaucoup plus particulier. Et à un moment donné, il nous fait un petit jeu que je trouve assez intéressant. Je vais peut-être revenir sur cette idée où il compare l'idée de diaspora et l'idée de caste.
Donc il dit qu'en quelque sorte, l'anthropologie de caste et l'anthropologie de diaspora peuvent se rapprocher en quelque sorte. Il y a 3 autres idées qu'il faut toujours garder en tête. Le problème de savoir si dans ces diasporas, ce qu'on fait, c'est rationnel ou pas rationnel. Et ça, c'est un gros problème qui existe aussi pour les économistes. Est-ce que ces diasporas sont caractérisées en quelque sorte par la rationalité ou par ce que parfois dans l'économie on appelle la rationalité limitée, en anglais bounded rationality, c'est-à-dire c'est une rationalité mais qui a ses limites, ses bornes. Mais il y a aussi 2 autres aspects qu'il faut souligner, c'est-à-dire déjà dans la définition de Cohen, on a remarqué qu'il y a la présence de violence. Parce qu'il parle des effets de pression sur ces communautés, que ces communautés sont dans une situation où ils sont obligés de se protéger contre un certain type de violence extérieure qui fait partie donc en quelque sorte de leur stratégie de survie. Et finalement, il y a cette dernière idée que je ne vais pas développer pour l'instant, mais qui est une idée très importante pour nous dans les développements qu'on va faire par la suite, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment penser que l'ethnie, en tant qu'idée, c'est quelque chose de stable? Parce que, semble-t-il, dans cette espèce de définition de Cohen, et puis par la suite, dans le développement de Curtin, le problème, c'est qu'on a l'impression que l'ethnie, c'est une espèce de concept qui va de soi, qui est naturalisé en quelque sorte, tandis que si on commence à penser plutôt en termes d'ethnogénèse, où on pense donc qu'il y a des processus historiques selon lesquels les ethnies eux-mêmes peuvent évoluer, changer, où on peut donc soit rétrécir, soit être en expansion. On peut donc avoir une idée beaucoup plus dynamique et, si j'ose dire, beaucoup plus historique de ce qu'est donc une communauté ethnique ou une ethnie. Donc ça, c'est une idée à garder pour nos discussions postérieures. Alors, bien sûr, on a toute une autre façon de développer les choses sur lesquelles je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, mais je vais juste mentionner le fait qu'il y a toute une autre façon d'aborder ces problèmes. Le point de vue de Polanyi et les gens qui ont entouré Polanyi est parfois décrit comme le point de vue substantiviste. Donc, on a parfois une opposition qu'on fait entre ce qu'on appelle le point de vue substantiviste et le point de vue formaliste. Et parmi les formalistes, les gens qui pratiquent, par exemple, l'économie néoclassique font partie des formalistes. Donc, par exemple, vous avez ces 3 auteurs-là, Avner Greif à gauche, et puis Ronald Finlay et Kevin O'Rourke. Et eux essaient d'expliquer ces genres d'échanges et les changements en utilisant les outils standards de l'économie. Donc, dans le cas de Greif, il utilise la théorie des jeux. Dans le cas de Finlay, il utilise la microéconomie pour essayer d'expliquer le même genre de choses qu'on fait dans ces autres cadres. C'est un développement sur lequel je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, mais je vais revenir sur ces questions par la suite, surtout parce que Greif a essayé quand même de rentrer dans les archives pour voir s'il pouvait réconcilier un peu les données d'archives avec ces idées théoriques. Alors, maintenant je passe aux exemples historiques, qui est quand même le centre de notre affaire. Pour commencer, on aurait pu commencer comme fait Polanyi en allant très très loin dans le temps. Il y a un chapitre dans le texte de Polanyi où il essaie de parler de l'économie au temps de Hammurabi. Je ne sais pas mon intention d'aller aussi loin, mais je vais quand même commencer là, avec un exemple, d'ailleurs, qui a quelque chose à voir avec le Collège de France, comme il s'avère, et qui a à voir avec un réseau de marchands assez connu. Et maintenant, on a de plus en plus de données sur ces gens-là. C'est ce qu'on appelle donc les Sogdiens. Les Sogdiens, qui ont été assez importants dans le commerce, surtout liant l'Asie occidentale avec la Chine, disons entre le 4e et le 9e siècle. On a des traces de ces gens, par exemple dans l'art rupestre, on trouve dans les grottes de l'Asie centrale des représentations, comme vous avez ici à gauche, par exemple, de ces marchands sogdiens sur
leurs chameaux ou sur d'autres animaux. On a quelques documents, pas énormément de documents, mais on a quand même quelques poignées de lettres écrites par des gens dans le milieu sogdien, des lettres fragmentaires que ne disent pas forcément grand-chose sur le fonctionnement institutionnel de leur commerce, mais c'est assez pour nous donner une idée de ce qu'était leur réseau. Et sur cette base, donc, on peut voir en gros que les Sogdiens, qui étaient donc originaires plus ou moins d'une partie du monde iranien, mais dans le sens large, hein, en fait, c'est eux qui faisaient le lien entre cette région-là, plus ou moins la Perse, ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan, et en passant par l'Asie centrale, en passant par le Xinjiang, et en arrivant donc en Chine. En Chine, par exemple, là on est à l'époque de la dynastie Tang, et c'est eux que font ce lien en grande partie. Et comment est-ce qu'on sait ça? C'est grâce à un certain nombre de matériaux qui ont survécu. Et parmi ces matériaux, il y a bien sûr ceux qui s'en trouvent dans l'oase de Dunhuang, où d'ailleurs, apparemment, on ne peut pas échapper aux Hongrois. C'était un autre Hongrois qui s'appelait Orelstein qui a fait les premiers travaux à la fin du XIXe siècle, qui a trouvé un certain nombre de ces documents qu'on trouve aujourd'hui en partie à Delhi et en partie ici à la Bibliothèque nationale. Alors, ces documents donc, nous donnent la possibilité de reconstruire ce réseau de marchands en passant donc d'ouest en est. On a quelques grands spécialistes d'ailleurs sur ce sujet justement à Paris, et parmi lesquels notre collègue Étienne de Lavassière à l'École des hautes études en sciences sociales, et qui d'ailleurs a publié ce livre justement au Collège de France en 2002. On a aussi d'autres personnes, notamment le chercheur Jonathan Scaff, que lui, contrairement à Étienne de Lavassière, qui se garde d'utiliser cette idée de diaspora, hein, tandis que M. Scaff, comme vous voyez, utilise bel et bien cette idée de Sogdian Trade Diaspora. Donc, il s'inscrit directement dans la ligne de développement de Curtin en venant de Cohen. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'il s'agit d'une diaspora de marchands, une diaspora mercantile liant donc ces régions assez éloignées? Alors, vers la fin de son article, il nous propose une espèce de synthèse, et c'est une synthèse assez curieuse. Donc, il nous dit que si on regarde les Sogdiens, en fait, il y a des expériences des Sogdiens qui sont assez différentes selon les régions. Donc, je vais insister sur le fait que, là, il nous dit que même si dans certaines régions, il y avait une espèce de distinction nette entre les Sogdiens et les gens locaux, dans beaucoup d'autres régions, en fait, ils étaient parfaitement intégrés dans les sociétés locales. Donc, vous voyez ici, il nous dit « The Sogdians appear to have been well integrated in the public life of local Tang society. » For example, donc il nous dit, même au niveau des noms, ils ont changé leur nom pour s'intégrer. Par exemple, dans le cadre local, some Sogdians have typical Han given names, such as Andjong. Donc il dit, mais ailleurs, par exemple, les gens de Turfan, qui est une autre oise, ont retenu des traditions pour distinguer leur petite micro-société de la société locale. Donc, en effet, il nous dit qu'il y a deux sortes d'expériences sogdiennes. Il y a une sorte d'expérience qui est beaucoup plus classique, qui correspond beaucoup plus à la description de genre donnée par Curtin, mais il y a aussi une autre expérience qui, pour lui, correspond beaucoup mieux, par exemple, à la situation d'assimilation culturelle. Donc, dès qu'on est en train de parler d'assimilation culturelle, de transformation des gens en diaspora, on est déjà passé à une autre idée, et c'est cette idée que Scaff va nous décrire sous le nom de diaspora ouverte. Donc, il a cette distinction qu'il a envie de faire, une espèce de diaspora fermée, dans lequel les gens en diaspora gardent leur propre identité, se séparent assez nettement de la société d'accueil,
Et puis, il y a l'autre type de diaspora où il y a beaucoup plus de mélange, il y a beaucoup plus d'intégration et de transformation culturelle, même au niveau des noms ou au niveau, par exemple, comme on le dit, les droits et les obligations sont plus ou moins les mêmes pour ces gens et les autres sujets de l'Empire Tang. On sait ça, d'ailleurs, à cause aussi d'un exemple qui est assez parlant. Et c'est un exemple qui m'est cher, parce que quand j'enseigne aux États-Unis, j'ai beaucoup d'étudiants chinois. Et parfois, quand j'utilise cet exemple, ils sont assez choqués. Hein, parce que c'est un lieu commun, on le sait, que plus ou moins au milieu de la dynastie Tang, il y a eu une révolte très importante. C'est une révolte qui a eu lieu, disons, entre 755 et 763. C'est un général qui s'est soulevé donc, contre l'empereur. Hein, donc, l'empereur qui était à Chang'an, hein, ici, la capitale des Tang, et donc l'empereur Xuanzong a été obligé de s'enfuir, et cette rébellion a duré à peu près 8 ans. Et on dit souvent dans les histoires conventionnelles des Tang que par la suite, même si la dynastie Tang a survécu encore 130, 140 ans, c'était dans un état de faiblesse. Donc, cette révolte d'An Lushan est quelque chose d'assez important. Mais ce dont on ne parle pas souvent en Chine, même si les spécialistes ont connu ça depuis longtemps, c'est que An Lushan était un Sogdien. Donc, en effet, c'était un Sogdien qui est devenu général et un homme de pouvoir à l'intérieur du système politique Tang. Alors, ce qui démontre qu'en effet, si on commence avec une idée que ces gens qui appartiennent à ces communautés en diaspora sont séparés et gardent une espèce de vie de communauté et aussi une vie distincte, il y a beaucoup plus de cohérence selon la définition de Cohen entre les Sogdiens que rapport entre Sogdiens et société d'accueil, on ne peut pas expliquer ça. Bien sûr, ça fait partie du problème qu'il a changé son nom, donc il s'appelle An Lushan, tandis que ces gens-là, les Sogdiens, étaient normalement des Zoroastriens. Et d'ailleurs, si on regarde les plans qu'on a de la ville capitale de Chang'an, il y a des temples zoroastriens à l'intérieur de cette ville, donc ça veut dire qu'ils ont quand même pu garder une certaine partie de leur fonctionnement religieux, mais en fait, Lushan, c'est probablement le mot persan Roshan, qui veut dire lumière, qui est un nom assez typique qui est gardé parmi les Zoroastriens. Par exemple, les Zoroastriens en Inde, même aujourd'hui, ont souvent ce nom de Roshan. Mais on a transformé ça donc, pour donner An Lushan. Et d'ailleurs, dans l'autre article de SCAF, on trouve pas mal de gens, encore une fois, qui ont ce nom de Lushan, qui est apparemment un nom assez répandu parmi les Sogdiens. Donc, premier exemple, qui nous dit un certain nombre de choses, qui nous propose donc qu'il est possible de voir ces diasporas dispersées, qu'il est possible de concevoir un rapport donc à la fois de diaspora fermée, qui serait la réalité d'une partie de ces Sogdiens, mais aussi une autre partie de ces Sogdiens serait beaucoup plus dans le cadre d'une diaspora ouverte, où il y aurait des possibilités d'interaction, de transformation, et finalement presque de dissolution d'identité, où il ne resterait pas des gens à part, vivant dans une société entre eux et en se séparant donc de la société d'accueil. Alors le problème, bien sûr, avec les Sogdiens, c'est que même si on a un certain nombre de matériaux et qui se prêtent à une discussion à la fois sur leur vie religieuse, leur vie commerciale et ainsi de suite, ça manque en fait de recherche, de richesse pour aller très loin dans une discussion commerciale. Et c'est pour cela, donc, je passe à mon deuxième exemple. Toujours en restant dans l'époque médiévale, je ne vais pas avancer à l'époque moderne aujourd'hui, sauf tout à fait à la fin. Et ça, c'est le deuxième cas assez classique qu'on connaît. Et c'est le cas de la société de ce qu'on appelle donc la Geniza de Caire.
Alors, la Geniza de Caire, c'est donc une société qui est définie autour d'un archive. J'utilise ici un résumé assez utile sur ce sujet qui a été fait par le grand islamisant Maxime Rodinson dans le temps. Et Rodinson nous décrit en effet ce qu'est la Geniza de Caire. Il nous dit que ça reflète, bon, il présente en partie du moins les 1001 nuits. Donc ça parle un peu de cette espèce de moment d'islam classique. Alors, il nous dit qu'une Geniza est une cachette, un magasin ou un dépôt dans lequel les Juifs plaçaient les écrits et de toutes sortes, écrits en hébreu, langue sacrée, et dont on ne se servait plus. Mais on ne devait pas détruire ces écritures, appelées Shemot, non, car elles contenaient forcément ici ou là le nom de Dieu. Donc, on ne pouvait pas détruire ces papiers à cause de ça, mais les conserver en attendant de pouvoir les enterrer. Donc, à Phostat, la capitale de l'Égypte arabe, fondée en 643, peu à peu détrônée par Al-Qahira, c'est-à-dire le Caire, depuis la fondation de cette ville par les Fatimides en 969, la synagogue bâtie au 7e ou au 8e siècle, à la place d'une ancienne église copte dédiée à Saint-Michel, avait, comme tant d'autres, une Geniza. Donc, en fait, c'est une espèce de, si vous voulez, corbeille à papier à une échelle relativement énorme. Phostat est actuellement le faubourg du Caire, qu'on appelle le Vieux Caire. La Geniza de la vieille synagogue, construction carrée élevée sur un toit, et où l'on entrait que par le haut, fut découverte avec ses recherches en 1864 par Jacob Halevi Safir. Donc, en fait, pendant des siècles, on ne savait pas qu'il y avait ces papiers. Et à partir de 1888, on commence à enlever et à étudier les manuscrits, ainsi que ceux du cimetière voisin de Bassatine. Le nombre de feuillets conservés est d'environ 250 000. Il date en gros du XIe au XIIIe siècle. La décadence de Phostat était complète au XIVe, avec certains manuscrits bien plus anciens. Donc, il y a des textes religieux, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est autre chose, qu'il y a aussi des milliers de feuillets portant sur le commerce. Donc, ce sont des lettres marchandes qui sont donc, pour la plupart, rédigées en arabe, mais écrites en caractère hébraïque, mais certains aussi en écriture arabe. Il y a donc des documents juridiques, contrats de vente, de prêt, de location, procès-verbaux de procès, contrats de mariage, correspondance privée d'affaires entre particuliers ou avec les autorités, listes, comptes, factures, etc. Donc, on dit que dans cette communauté, il y avait à peu près 7000 familles. Et bien sûr, la plupart d'entre eux étaient des marchands, mais il y avait aussi un certain nombre de personnes assez célèbres dans un cadre beaucoup plus large, comme par exemple Maïmonide, qui a abandonné l'Espagne pour vivre pendant la dernière partie de sa vie, justement, à Phostat. Et il y a aussi un certain nombre de fragments des écrits de Maïmonide dans la Geniza du Caire. Alors, vous voyez l'état dans lequel c'était à la fin du XIXe siècle, mais par la suite, donc, ça a été refait, reclassifié, et maintenant, il y a plusieurs sous-archives qui ont été constituées à partir de cette archive, notamment le plus célèbre étant ce qu'on appelle la collection Taylor-Schechter à l'Université de Cambridge en Angleterre. Alors, ce qu'on peut faire avec ces textes, donc bien sûr, c'est qu'on peut parler de la vie économique dans le califat fatimide. Donc, ce califat assez important parce que c'est le grand moment du pouvoir chiite, disons, avant les Safavides et avant l'essor des ayatollahs. C'était le système politique chiite le plus important dans l'histoire. Et dans l'intérieur de ce système chiite, bien sûr, il y avait beaucoup de minorités qui vivaient assez paisiblement. Donc, il y a une espèce d'histoire possible de la vie donc, commerciale et économique chez les Fatimides. Mais ce qui est également intéressant, c'est qu'on peut constituer des réseaux, justement. On peut reconstituer ces réseaux, ou si on veut, ces diasporas commerçantes
à partir des papiers de cette archive. Celui qui a fait l'essentiel de ce travail, c'est quelqu'un qui n'avait, il faut dire, vraiment pas d'idée théorique. C'est quelqu'un qui était une espèce d'empiriste pur et dur, qui a fait un travail très honnête de philologue, mais sans avoir des idées conceptuelles ou des idées théoriques derrière ça. Et il s'agit de Shlomo Dov Goitein, donc, qui a fait ces plusieurs volumes, 6 volumes, qui s'appellent Une société méditerranéenne, a Mediterranean Society. Et puis, plus récemment, il y a eu cette espèce de publication posthume qui a été faite par, donc, en utilisant les papiers laissés par Goitein, par Mordecai Friedman. Ça, c'est que les papiers traitant de ces marchands juifs qui ont à voir avec l'Inde, parce que l'Inde aussi faisait partie des horizons de ces gens-là. Alors, malheureusement, encore une fois, il s'agit d'un ouvrage, l'ouvrage de Goitein, qui n'a jamais été traduit en français. J'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi, même dans cette version abrégée. Mais ce qui est intéressant, c'est, par exemple, dans les derniers temps, avec cette publication des documents sur l'Inde, on voit plus clair comment, en fait, on peut utiliser ces documents. Je vous donne 2 exemples. Premier exemple, c'est une analyse qui est faite de ces documents de Caire pour ce qui est la société locale. C'est l'analyse d'Avrom Udovic, autrefois professeur à Princeton. Et je vous ai donné ça juste pour avoir une petite idée du ton et du contenu de ces lettres marchandes. Donc, vous avez 2 exemples ici. Une lettre qui est expédiée d'Alexandrie à Fustat vers 1050, où il y a une personne qui dit à l'autre: je t'envoie 2 bourses contenant 205 dinars Nizaria frappées à Mehdiya. Et la gentillesse de les échanger en monnaie locale et garde l'argent jusqu'à ce que j'arrive. Donc c'est tout à fait banal. Souvent ces lettres, elles ont une espèce de ton absolument banal, mais en fait c'est assez déconcertant parce que parfois ça a l'air d'être assez moderne. Si on ne savait pas que c'était écrit à l'XIe siècle, ça aurait pu être écrit par un marchand, disons, dans le Gujarat dans les années 1950, à son frère dans une ville voisine. Donc, encore une fois, vous avez l'autre passage. Je t'envoie une bourse contenant 50 dinars qui n'ont plus cours ici à Alexandrie, mais qui sont de première qualité à Fustat. Je te prie de les échanger contre les dinars syriens dont la légende est inscrite en ligne. Fais en sorte que ce soit des pièces de bonne qualité, etc. etc. Donc vous voyez que souvent, il ne s'agit pas du tout de choses excitantes, il n'y a pas de grandes idées derrière, mais c'est la vie quotidienne, c'est la vie banale de ces gens, où on voit d'ailleurs des questions qu'on peut très facilement analyser à partir de ça. Quelle sorte de rationalité? Comment ils raisonnent? Pourquoi ils ont envie de faire ceci plutôt que cela? Est-ce qu'ils sont en train, par exemple, de suivre les changements de prix? Est-ce qu'on fait des échanges, des petites stratégies pour s'adapter à des changements de jour au jour, etc. Donc, vous voyez que pour quelqu'un qui est en train de regarder de près la mentalité de ces marchands, ce n'est pas du tout inintéressant, même si, comme je vous ai dit, ce n'est pas très excitant au niveau de ce que ça nous donne comme grande conclusion. Certainement, ça ne vaut pas les manuscrits de Maïmonide, mais néanmoins, c'est quelque chose qui reste très, très intéressant. Et deuxièmement, là, dans un compte-rendu qu'on a fait de ces livres portant sur l'Inde, on est arrivé aussi à démontrer comment, dans ces lettres, on peut reconstituer des réseaux. Donc, vous voyez qu'il y a ici un marchand qui s'appelle Joseph Lebdi. Et donc, il y a une série de lettres de lui. On sait qu'il est originaire d'Afrique du Nord. Et donc, il commence à Mehdiya, puis il est à Tripoli, et ainsi de suite. Et finalement, il a des rapports avec le Gujarat, où il fait le commerce. Il a un fils, et on trouve des lettres de son fils. Donc là, en fait, à l'intérieur de la diaspora, on peut commencer à dessiner des sous-réseaux
donc même des parcours individuels ou des parcours de famille. Donc, encore une fois, on a dans un autre volume des données, mais ces données dans le deuxième volume deviennent plus intéressantes parce qu'on voit, par exemple, ce monsieur-là, Madmoun ben Jafet, en fait, il travaille pour les musulmans. Il travaille pour la dynastie musulmane, les émirs ismaéliens, dans le port d'Aden. Et donc, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement marchand, mais c'est un administrateur travaillant pour les musulmans. Et ça, c'est un aspect qui a été souligné à la fois par Goïten et par Maxime Rodinson par la suite, c'est-à-dire, semble-t-il qu'il n'y avait pas vraiment de séparation très claire entre cette société musulmane et la société juive. On voit qu'il y a déjà un mélange au niveau de langue. On trouve ces textes, ils sont des textes en judéo-arabe, souvent en arabe, mais écrits en écriture hébreu, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, il faut dire que, je vous ai dit que Goïten n'avait pas vraiment d'idées théoriques, mais en fait, Goïten était plutôt quelqu'un, c'était un zioniste de gauche, et il voulait donc construire une société israélienne où les Arabes et les Juifs pouvaient vivre ensemble, et il trouvait que son idéal était cette société de la Guéniza à l'XIe siècle, ce qui était un peu naïf de sa part, mais néanmoins, c'est intéressant de voir qu'il y avait dans ces documents la possibilité de voir, encore une fois, pas une diaspora à part, mais une diaspora avec des va-et-vient assez considérables avec la société d'accueil. Vous allez me permettre un petit sourire vers la fin de ce compte-rendu. On dit, dans un contexte historiographique marqué à la fois par un engouement certain pour l'histoire connectée, un renouveau de l'entrée des chercheurs pour les Fatimides, pour le Yémen médiéval, mais aussi pour les relations commerciales et maritimes entre l'Égypte, le Yémen et l'Inde, etc. La publication de ce corpus de lettres vient à point pour combler un vide documentaire. Mais pas seulement un vide documentaire, c'est aussi pour nous permettre d'examiner encore une fois cette idée de diaspora commerçante. Est-ce que ça marche? Et encore une fois, on a l'impression qu'il ne s'agit pas du tout d'une diaspora de type décrit par Avner Cohen, où il y a une espèce de séparation entre diaspora commerçante et la société d'accueil, mais c'est plutôt un rapport beaucoup plus compliqué, avec beaucoup plus de va-et-vient entre les deux sociétés. Donc, si on commence à remplacer cette société de la Guéniza du Caire dans un cadre plus vaste, on peut certainement poser des questions à la fois comparées et, disons, d'articulation entre différentes sortes de réseaux. Pour ce qui est la Guéniza du Caire, les documents nous amènent jusque-là, en Inde, dans le Kerala, dans le Gujarat. Les marchands de la Guéniza se trouvent dans le Golfe Persique, ils sont à Aden en force, puis dans le commerce de la mer Rouge, ils sont donc en Méditerranée orientale et ils vont donc jusque dans le Maghreb. Il y a aussi, bien sûr, les marchands de cette communauté qui se trouvent en Espagne, à la fois en Espagne musulmane et en Espagne chrétienne. Il y a quelques-uns dans l'Italie, mais pas beaucoup. Donc, vous voyez qu'il y a toute une société qui est couverte par ces gens. Ils ne répondent pas forcément toujours au même pouvoir politique, donc ils ne sont pas concentrés ou compris dans un seul État ou un seul empire, même s'ils ont beaucoup à voir avec le califat fatimide, comme je viens d'expliquer. Mais il y a donc ces questions qu'il faut toujours se poser sur le rapport entre la force de l'État et le comportement de ces marchands. Est-ce que ces marchands se sentent parfois opprimés par l'État? Est-ce qu'ils sont obligés de développer des stratégies un peu en fonction des rapports qu'ils ont avec ceux qui contrôlent la force dans ces États? Ce sont des questions qu'on peut poser donc, dans ce cadre, mais bien sûr, on peut aussi regarder plus loin. Et donc, je vous laisse avec deux derniers exemples pour terminer pour aujourd'hui, juste pour vous donner une idée de comment, en fait, on peut utiliser cette idée de diaspora commerçante dans un cadre variable
et on peut toujours donc revenir sur cette question, rapport entre monde marchand et monde politique. L'exemple que je vais vous donner assez brièvement, c'est donc un exemple qui est classique, très connu, c'est de la Hanse. Donc, ces marchands du Nord, qui sont donc, bien sûr, ici c'est le monde de la Geniza encore, et puis on est plutôt par là. Donc, il s'agit de ces marchands qui ont construit un réseau comme une forme d'alliance entre les villes, commençant donc normalement au XIIe, XIIIe siècle, où le rôle central s'est joué par la ville de Lübeck. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle la loi de Lübeck, c'est les règles qui ont gouverné plus ou moins le comportement de ces marchands appartenant à cette communauté. Mais c'est une alliance donc entre villes. Il y a plusieurs villes qui appartiennent donc à cette alliance, des villes directement dans le monde allemand comme Hambourg ou Danzig, mais puis il y a aussi les villes allant plus à l'est, Riga, Novgorod, etc. Mais si on regarde donc ce monde de la Hanse, encore une fois, notre connaissance s'est construite d'une façon différente par rapport à la Geniza. Il ne s'agit pas d'une connaissance qui part d'un archive. Il n'y a pas une espèce de dépôt central qui est le point de départ pour construire toute une histoire, comme Goiten a fait pour le cas de la Geniza. C'est plutôt des documents donc dispersés et qu'on peut donc ramasser pour construire une vie de réseau, mais même pas d'un réseau, mais plusieurs réseaux. Il y a par exemple aussi les rapports, par exemple, des gens de la Hanse avec l'Angleterre, qui est un sujet un peu à part par rapport à la mer Baltique. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, et je vais insister un peu sur ça, c'est que ces marchands de la Hanse, apparemment, leur vie a été finalement assez compliquée, justement parce qu'ils avaient des problèmes avec des pouvoirs étatiques dans la région. Donc, ils avaient, eux, une certaine conception du commerce et de comment faire le commerce. Par contre, les États, et notamment par exemple les États comme Pologne, Lituanie, avaient d'autres idées, c'est-à-dire des idées de monopole, des idées de vouloir contrôler et limiter le fonctionnement de ces marchands. Et donc souvent, par exemple, quand on parle de la Hanse, on parle justement d'une phase qui serait une phase expansive jusqu'à 1370, puis une phase défensive à partir du moment quand il devient donc des marchands qui sont contrôlés et en quelque sorte sous attaque, justement parce qu'il y a un rapport de force entre le fonctionnement de ces marchands et ces autres États qui va donner donc lieu finalement à ce déclin du XVe siècle. Alors, le cas de la Hanse et le cas des marchands de la Geniza de Caire est évidemment différent. Différent pour beaucoup de raisons, entre autres parce qu'il n'y a pas ce rapport, disons, entre une minorité religieuse et un contexte qui est autre. Donc, par exemple, les marchands de la Geniza n'ont jamais fonctionné dans un cadre où il y avait un État juif. Il n'y avait aucun État juif dans les régions où ils ont fonctionné. Ni en Inde, bien sûr, ni dans la mer d'Arabie, ni en Méditerranée orientale. Tandis qu'ici, il n'y a pas de nette différence. Parfois, il y a une différence entre le monde, les aspects du monde chrétien. C'est-à-dire, si on était à Novgorod, bien sûr, le contexte était différent par rapport au nord de l'Allemagne, mais quand même, on peut distinguer ces aspects-là. Alors que ce qui nous intéresse finalement, c'est de voir combien de types de réseaux il y a déjà définis à cette époque qui est, disons, entre le 10e, 11e, 12e, 13e siècle. On a déjà vu donc, le cas des Sogdiens, on a vu le cas donc, de la Geniza de Caire. Je viens juste très brièvement d'évoquer la Hanse. Et je vais terminer avec un dernier exemple que je vais
donc par la suite développer la semaine prochaine. Et ça, c'est les gens qui ont en quelque sorte repris les choses de la main plus ou moins des marchands de la Geniza. Et là, je parle de l'émergence des Italiens, et notamment les Italiens des grands ports d'Italie, des Génois et les Vénitiens, mais surtout les Génois. Alors, le cas des Génois a été beaucoup étudié et surtout étudié par rapport à deux questions. Il y a bien sûr dans le cas des Génois une complication, parce que les Génois étaient aussi des gens qui avaient leurs propres ambitions impérialistes. Ce qui complique les choses par rapport aux réseaux commerciaux qu'on a vus jusque-là. Les Génois, après tout, ont essayé aussi de construire des colonies. Et finalement, des colonies qui n'étaient pas seulement des petits territoires comme on voit ici sur la mer Noire, mais finalement, comme on le sait, vers la fin du moment de leur dominance, ils ont même voulu faire la conquête des terres assez importantes. Bien sûr, on sait que la Corse a été génoise. Donc, il s'agit d'un réseau marchand qui n'est pas exactement du même type que les autres. Mais l'autre aspect du réseau génois qui nous intéresse, et sur lequel donc, je vais juste dire quelques mots aujourd'hui, et je vais revenir sur la question la semaine prochaine, c'est bien sûr les Génois par rapport aux Mongols. Alors là encore, on est dans un cadre qui est réseau marchand par rapport à empire. Et d'ailleurs, j'ai envie de retenir cet exemple parce que en quelque sorte, c'est l'exemple paradigmatique de réseau marchand face à empire. Surtout parce que l'empire en question, c'est un empire qui est donc, construit par les nomades. Donc, à l'autre extrême, en quelque sorte, en termes de type d'organisation par rapport à ce type de réseau qui est urbain et construit sur les villes portuaires, comme c'est bien évidemment le cas de Gênes. On a, comme j'ai dit, beaucoup de travaux sur les Génois. Je vais juste mentionner deux ou trois. L'article de Luciano Petek sur les marchands italiens dans l'Empire mongol, mais par la suite, on a eu beaucoup plus de travaux, des travaux récents qui ont aussi essayé de voir ces rapports des deux côtés, c'est-à-dire pas seulement des documents qu'on a qui viennent des Italiens, mais aussi les documents qui viennent des Mongols dispersés en Chine, en Iran et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut retenir dans ce cadre, donc, c'est un rapport où on a une espèce de face-à-face assez classique entre ce qui est, semble-t-il, un réseau ou, si vous voulez, une diaspora et un empire. Est-ce qu'il faut voir ça comme un mariage peut-être arrangé, en quelque sorte? Est-ce qu'il faut voir ça plutôt comme un conflit, ce qui n'est pas impossible dans le cadre d'un mariage? Est-ce qu'il faut voir ça comme une division de travail? Par exemple, est-ce que l'Empire va prendre sur soi un certain type d'activité, tandis qu'on laisse la main libre à ces marchands pour faire autre chose? Comment est-ce qu'on peut concevoir ces deux choses? Bien sûr, les éléments qui nous donnent Petek sont assez intéressants parce que finalement, on voit aussi que les Génois ne sont pas aussi simples que ça. On connaît un certain nombre de cas de Génois qui sont assez déconcertants. Peut-être le cas le plus connu de la fin du XIIIe siècle, c'est un Génois qui s'appelle Buscarello de Ghisolfi, qui est allé donc dans l'Iran des Mongols, qui est resté là, et finalement, quand il est revenu en Italie, on le prenait pour un mongol. Donc, il s'est présenté comme quelqu'un qui s'est totalement transformé dans le cadre de cet échange. Bien sûr, il a donc par la suite été envoyé par Arghun
comme son ambassadeur, entre autres en France et ailleurs en Europe. Il avait le titre de Kourchi dans le cadre de l'Iran de l'époque. Donc, là encore, on peut poser la question, est-ce qu'un Génois qui rentre dans le monde mongol reste Génois? Est-ce qu'il devient autre chose? Et à ce moment-là, comment voir cette espèce d'idée les gens qui sont en réseau, qui sont en diaspora, gardent leur identité et restent séparés par rapport à la société d'accueil. Alors, ce sont des questions donc je vais tâcher de développer la semaine prochaine. Je vous remercie.